Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire en direct de l'usine nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler de décarbonation et plus particulièrement d'un dispositif réponse, le fonds chaleur. Avec nous, ils sont 4 pour en parler aujourd'hui. Fabrice Boissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ADEME, l'agence de la transition écologique en charge d'accompagner notamment les industries françaises dans leur transition écologique. C'est exactement ça. Pierre Schladenhofen, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur énergie industrielle chez Alpro. C'est exact. Frédéric Coirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général du groupe Poujoula. Et Christophe Klotz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la RSE chez Nestlé France. C'est exact. Alors, dans le cadre du plan France Relance initié en 2020, l'État a confié près de 2 milliards d'euros à l'ADEME pour financer la transition écologique, cela avec un volet prioritaire aux actions dédiées à la décarbonation de l'industrie française. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, nous verrons pourquoi le fonds chaleur, dispositif déjà bien éprouvé, représente une réelle opportunité pour conjuguer relance économique et transition écologique. Depuis 2009, ce sont en effet plus de 5300 entreprises et collectivités qui ont été accompagnées et financées par le fonds chaleur de l'ADEME, des entreprises de toute taille et issues de tout secteur. Voilà. Donc, dans une première partie, nous allons faire un point rapide sur les questions de décarbonation en France. Nous verrons ensuite comment cela est rendu possible grâce notamment à la chaleur renouvelable et comment le fonds chaleur vient soutenir cette approche. Dans une troisième partie, nous allons regarder comment passer à l'action et nous terminerons par un tour de table pour dresser un petit peu les perspectives de chacun. Je vous rappelle donc que si vous souhaitez interagir tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions en direct, nous tenterons d'y répondre. Voilà, alors pour démarrer, je me tourne vers vous tout naturellement, Fabrice Boissier. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de la décarbonation en France ? Alors quand on parle de décarbonation de l'industrie en France, il y a un double enjeu en fait. Le premier enjeu, il est bien sûr écologique. On le sait, nous sommes en face d'une situation d'urgence écologique. Le climat va mal, les nouvelles sont mauvaises pour l'instant, et donc il faut absolument qu'on change nos manières de consommer, notre aménagement territorial et bien sûr nos systèmes productifs. Il faut être au rendez-vous dans moins de 10 ans, puisqu'il faut que d'ici là, on ait baissé de 40 à 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Et l'industrie, aujourd'hui, c'est 20% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'elle prenne sa part. Il faut décarboner l'industrie et il faut accélérer. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie a déjà montré par le passé, depuis 30 ans, qu'elle était capable de se transformer pour baisser ses consommations d'énergie, baisser ses émissions de gaz polluants. Et donc il faut continuer, il faut aller plus vite. Le deuxième enjeu associé à cette décarbonation, il est bien sûr un enjeu économique cette fois-ci. On est dans une crise sanitaire et économique sans précédent. On voit bien que le monde d'après, il ne va pas être comme avant et qu'il faut absolument que les entreprises, elles prennent le train de cette transition pour être au rendez-vous de la compétitivité sur les marchés français et à l'export. Et pour ça, se décarboner, c'est un gage de se placer dans les meilleures entreprises pour les années qui viennent. Et alors, quel rôle vient jouer l'ADEME dans cette décarbonation ? Nous, l'ADEME, nous sommes l'agence de la transition écologique. Nous sommes chargés d'accompagner, de stimuler, de faire accélérer tous les acteurs pour qu'ils s'engagent dans cette transition. Et donc, on va essayer d'accompagner tous les industriels là où ils en sont, en fonction de leur technologie, de leur maturité, justement pour qu'ils mettent le pied dans ce nouveau modèle économique et écologique et qu'ils puissent y rentrer avec des investissements, avec de la formation, avec tous les outils qui vont avec. Et alors, vous sentez qu'il y a une appétence, justement, chez ces dirigeants, chez ces industriels ? Alors, ça fait quand même quelques années que l'écologie, on en parle partout dans le monde industriel et économique. Avec la crise, on pensait qu'il allait y avoir un petit coup de frein. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que non. On a lancé les premiers appels à projets du plan de relance sur la décarbonation à l'automne 2020. Et là, déjà, malgré la situation qui était compliquée pour les acteurs économiques, on a vu massivement les groupes arriver, plus de 200 dossiers déposés en quelques semaines. Et donc, ça a montré qu'il y avait une attente forte de pouvoir changer les outils de production. Et vous pensez que cette dynamique va prendre encore de l'ampleur ? Eh bien, on est au pied du mur. On espère que ça va être le cas. Je pense que dans le cadre de la relance économique, les entreprises vont s'engager. On sent qu'il y a une vraie appétence. Je pense que l'auditoire qui est là aujourd'hui pour ce webinaire montre que les gens s'y intéressent. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut passer à l'investissement. Et on sait que ce n'est pas facile en contexte incertain. Et c'est là qu'il faut absolument qu'on trouve les outils pour accélérer. D'accord. Alors maintenant, je vais me tourner justement vers vous, vers nos 3 industriels. Pierre Schladenhofen, je vais commencer avec vous sur cette question de la décarbonation pour compléter un petit peu ce qu'a dit Fabrice et avoir peut-être votre point de vue à vous chez Alpro. On rejoint forcément ce que vient de dire Fabrice. Donc, c'est un enjeu sociétal. On sait dans quel état se trouve la planète, que ça va mal et qu'il faut vraiment agir à tous les niveaux, que ce soit
dans le terme des produits qu'on importe, des transports, mais également des énergies, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Vous, si j'ai bonne mémoire, donc Alpro, c'est donc le soja, hein, Oui, effectivement, on travaille le soja donc, vraiment de manière locale, donc 100% de notre soja est français et 90% même alsacien. Frédéric Coirier, donc groupe Poujoula, votre point de vue, votre retour sur cette question de décarbonation? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le mix électrique français, il est déjà très décarboné. Ça, c'est déjà un point important. Oui. Donc, on peut produire plus en France en générant finalement moins de carbone, parce qu'on apporte beaucoup de carbone. C'est le problème de la chaleur, effectivement, qui doit être regardé très particulièrement. Et c'est sur ce segment que les politiques publiques, à notre sens, doivent être le plus centrées. Le rôle de l'ADEME, il est évidemment central sur ce sujet-là, puisqu'il doit accompagner le verdissement. Il y a des techniques qui aujourd'hui sont tout à fait matures, donc on a les solutions techniques, et il faut simplement en accélérer la diffusion, que ce soit la biomasse, la récupération d'énergie. En tout cas, chez Poujoula, nous, on fait attention à être cohérent par rapport à ce que nous proposons à nos clients, parce qu'on vend des solutions d'efficacité énergétique et de renouvelables, donc on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce que nous conseillons à nos clients. D'accord, bon, c'est très clair. Christophe Klotz, donc de Nestlé, votre point de vue? Au risque de me répéter ou de répéter ce qui a déjà été dit, bien évidemment qu'on partage complètement le diagnostic qui est fait. Il faut vraiment qu'on dépasse des enjeux, on va dire, économiques et de très court terme. Parce que, on va dire, le plus grand danger qui est devant nous, et on a du mal à l'appréhender, c'est vraiment les conséquences du changement climatique, c'est clair. Donc il faut décarboner. Demander à des climatologues, 2050, c'est fait. Le climat en 2050, on ne peut plus rien faire. En revanche, les actions qu'on est à même de lancer maintenant, de mener, vont avoir une action, ou non d'ailleurs, sur l'état de la planète entre 2050 et 2100. Donc aujourd'hui, il faut agir parce que c'est une manière d'adapter notre système productif, mais sans angélisme, c'est aussi une façon de le préserver. Et un grand groupe comme Nestlé se doit de le faire d'abord pour lui-même, et puis en plus, compte tenu de sa taille, doit le faire aussi dans un esprit d'entraînement de sa chaîne de valeur, aussi bien vers l'amont que vers l'aval. D'accord, merci pour ce retour, Christophe. Fabrice Boissier, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez rapidement nous lister, nous rappeler peut-être les enjeux qui sont liés à la chaleur renouvelable et peut-être les ambitions du Fonds Chaleur? Alors, on a parlé de décarbonation jusqu'à présent, et là, on parle de chaleur renouvelable. Quel est le lien? Il faut savoir qu'en France, 50%, donc la moitié de l'énergie qu'on consomme, c'est sous forme de chaleur. Et c'est pareil dans l'industrie, la moitié. Et donc, l'enjeu de passer de la chaleur fossile, provenant du gaz, du pétrole, à la chaleur renouvelable, c'est essentiel. Et donc, c'est cette bascule qu'il faut faire. Avant, on était industriel au XXe siècle, on disait j'ai besoin de chaleur, je vais me connecter au réseau de gaz ou je vais brûler du fioul. Maintenant, c'est plus possible. Donc, il faut se dire comment je vais trouver de la chaleur renouvelable. Et ça, c'est ce changement d'attitude qu'il faut organiser. Et l'objectif national, il est qu'on passe de 20% aujourd'hui de chaleur renouvelable dans le mix à 38% en 2030. Il faut quasiment doubler. Donc, il faut vraiment que tous les acteurs s'y mettent. Mais pour un acteur industriel, ce n'est pas seulement un enjeu écologique. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais en introduction. Il y a aussi l'économie qui joue derrière. Qui peut aujourd'hui prédire les cours du pétrole dans un an? Donc, passer à la chaleur renouvelable, c'est aussi se mettre en sécurité sur ses approvisionnements. Et là, le Fonds Chaleur, son rôle, ça va être de permettre que les deux équations écologiques et économiques coïncident, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, c'est encore plus cher souvent d'utiliser la chaleur renouvelable que la chaleur fossile. Et donc le Fonds Chaleur va venir apporter cette aide pour que ça soit compétitif dès maintenant de basculer sur la chaleur renouvelable. Donc le Fonds Chaleur, c'est l'accélérateur pour outiller les industriels pour qu'ils puissent effectivement rentrer dans cette économie du XXIe siècle. Et accompagner donc pour effectivement compenser peut-être ce manque à gagner sur la dépense énergétique. Exactement. D'accord, merci en tout cas pour ces précisions, Fabrice Boissier. Pierre Schladenhoff, donc je rappelle, vous êtes ingénieur énergie industrielle chez Alpro, donc une entreprise d'agroalimentaire. Vous fabriquez notamment des boissons végétales. Vous avez travaillé sur un projet de chaleur renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience? Oui, tout à fait. Donc, on a emboîté le pas en 2014 avec une transition pour tout ce qui est consommation d'électricité. Donc, on est passé sur l'électricité verte. Et en 2016, tout s'est accéléré. On ne pouvait pas rester effectivement avec une histoire et une volonté de produire des produits bons pour les personnes, bons pour la bonne nutrition et bons pour l'environnement. Et on a profité d'une extension capacitaire en 2016 pour mettre en place un système de valorisation de nos chaleurs fatales. D'accord. Donc c'est un système qui récupère les chaleurs de notre process et de nos utilités et qui
et qui en temps normal est évacué par les tours de refroidissement. C'est ça, donc le principe de chaleur fatale, c'est de récupérer de la chaleur qui est déjà produite pour la réutiliser. Pourquoi est-ce que vous avez justement choisi cette technologie plutôt qu'une autre? L'enjeu il est double, il est à la fois pour l'environnement et économique. Donc c'est effectivement de la chaleur qui est récupérée et qui n'est pas évacuée à l'extérieur, donc c'est des économies pour nous en termes financiers, mais c'est également surtout un rejet de CO2 en moins. Donc, on a chiffré à 1900 tonnes de CO2 qui n'est pas rejeté à l'atmosphère, ce qui représente quand même 22% de nos émissions. D'accord. Et concrètement, comment ça s'est traduit? Le principe est assez simple. On a récupéré de la chaleur dans des cuves à partir de nos stérilisateurs qui sont quand même un process qui utilise de la haute température. Et on va après, à ce côté-là, chauffer des applications satellites, donc, qui sont en fait nos chauffages de bâtiments, nos solutions de nettoyage, mais également une partie de notre process. Et avant la chaleur fatale, donc, qu'est-ce que vous utilisiez comme chaleur? Alors, on est toujours au gaz, mais le projet de revalorisation nous a quand même permis d'économiser 9300 MWh de gaz, ce qui représente 23% de notre consommation, donc c'est loin d'être négligeable. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 2016, nous consommions 330 kWh d'énergie, électricité et gaz confondus, par tonne de produits finis. Et là, actuellement, en fin 2020, on est à 275. D'accord. Frédéric Coirier, donc chez Pujula, quel a été le projet? Peut-être que vous pouvez nous resituer un petit peu qui est le groupe Pujula, son activité. Alors, le groupe Pujula est une ETI familiale. On a 1600 salariés, 7 usines en France et 3 activités. La première, c'est le conduit de cheminée, donc c'est l'activité historique qui représente à peu près 55%. Donc on équipe du logement individuel et collectif, toute énergie et plus particulièrement sur la biomasse. La deuxième activité, c'est la cheminée industrielle. Là, on équipe des chaufferies biomasse en cheminée, filtration, récupération d'énergie et ballon de stockage, parce que c'est aussi un moyen de récupérer de l'énergie. Donc on est leader européen sur ces deux métiers. Puis le dernier métier qui nous intéresse un peu plus directement aujourd'hui, c'est le bois énergie. Et là, nous sommes producteurs et nous commercialisons des granulés de bois, des bois bûches, des allumes-feu. Et ça représente, au bout de 10 ans, plus de 33% de notre activité. Donc ça a été extrêmement rapide. Et c'est justement dans le cadre de cette dernière activité, donc du bois énergie, que vous avez décidé de recourir à la biomasse. Oui, alors historiquement, on avait déjà des usines. Donc une dans l'Indre qui s'appelle Bois Factory 36, donc c'est effectivement le département, qui fait à peu près 110 000 m3 de bois énergie. Une deuxième usine qui est dans la Loire, Bois Factory 42. Donc ces deux usines ayant déjà d'ailleurs recouru au fonds chaleur. Et donc cette nouvelle usine Bois Factory 70 dans la Haute-Saône, qui est la plus importante des deux, puisqu'elle va même représenter l'équivalent des deux premières, qui va nous permettre de doubler notre capacité de production à 400 000 m3 dans un horizon à 3 ans. D'accord. Les caractéristiques de Bois Factory 70 ? Alors c'est une unité de très grande taille sur laquelle on a déployé une chaufferie biomasse de l'ordre de 6 MW et qui permet en fait de ramener l'humidité du bois, puisque le problème de la combustion de la biomasse, c'est d'avoir l'humidité la plus basse possible pour avoir le plus de pouvoir calorifique. Eh bien ça permet en 5 jours de ramener de 65% d'humidité à 15-20% d'humidité, le bois qui est transformé sur site. D'accord. Je crois que vous avez une petite image à nous montrer pour qu'on puisse un petit peu se situer géographiquement, en tout cas, voir visuellement comment ça fonctionne. Donc c'est une usine qui couvre à peu près 10 hectares. Donc on voit, si on regarde à la gauche, le parc à bois. Ensuite, les fendeuses. On va ensuite collecter les bois, les déchets sont triés, ces déchets vont alimenter la chaudière, justement, donc ça peut être des copeaux de bois, des écorces. On va donc passer dans un tunnel de séchage automatique et on va donc, dans cette première phase, sécher à peu près 1500 stères de bois en 5 jours, en ramenant l'humidité très rapidement. Et une fois qu'on a transformé ces bois, ils sont packagés, prêts à être commercialisés et distribués vers les particuliers. Une deuxième ligne va être mise en place fin d'année, une troisième ligne en 2022. Donc c'est une usine qui aujourd'hui tourne à 40% de sa capacité, qui va monter donc à 100% à horizon 2022. D'accord. Est-ce qu'il y a une question aussi de performance pour vous liée à la biomasse ? Ah ben oui, parce que en fait, le pouvoir calorifique du bois dépend de son humidité. Donc plus il va être abaissé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus on va obtenir de performance. Et sur la chaudière, nous avons intégré à la fois les meilleures techniques de filtration, mais nous avons d'ores et déjà intégré une récupération d'énergie, ce qui permet d'optimiser le rendement de la chaudière et de diminuer les émissions de CO2. Vous avez l'objectif à moyen terme peut-être ?
À moyen terme, c'est d'avoir encore un peu plus de capacité sur ces usines et puis d'élargir le plus possible l'usage de la biomasse au sein de notre groupe. D'accord, parce que vos 2 autres usines dépendent également d'une chaufferie biomasse ? Tout à fait, oui. Nous l'avons intégré sur l'ensemble des process, mais également pour chauffer nos bâtiments au sein du groupe, puisque l'intégralité de nos bâtiments industriels et de nos bureaux sont aujourd'hui chauffés avec des réseaux de chaleur complémentaires. Bon, je vous épargne de vous poser la question pourquoi vous avez fait ce choix de la biomasse qui paraît finalement assez évident au vu de votre activité, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire pour vous quels sont les avantages, en tout cas, de cette énergie par rapport à d'autres dans vos process ? Disons que l'avantage, c'est d'abord c'est une énergie disponible, largement disponible, si elle est bien gérée, bien entendu. Nous avons l'avantage de l'avoir sur site, puisque c'est le coproduit de notre produit principal. C'est une énergie qui apporte de la puissance. 1 kilo de bois, c'est sec, c'est l'équivalent d'un demi-litre de fuel, donc en puissance calorifique, c'est important. Et c'est adapté aux process, notamment aux industries de process, parce qu'elles ont besoin de fortes puissances disponibles toute l'année. Et ça correspond évidemment à nos besoins dans nos usines, puisque nous séchons en continu nos produits, au même titre que d'autres activités peuvent utiliser de la vapeur ou de la chaleur pour leur process. D'accord. Est-ce que ça se limite juste à vos usines ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'élargit puisque nous avons créé des réseaux de chaleur pour pouvoir chauffer des usines périphériques, de notre groupe notamment, des bureaux. Et d'autres activités, et des séchages également, d'autres activités. Donc aujourd'hui, on va dire que pratiquement 3/4 de la chaleur que nous consommons dans le groupe est déjà renouvelable. D'accord. Bon. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions. Christophe Klotz, donc directeur RSE chez Nestlé France. Le choix de l'énergie renouvelable, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bien sûr. D'abord, je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu Nestlé en France, parce que Nestlé, tout le monde connaît le nom. Ce qu'on sait peut-être beaucoup moins, c'est que ça représente 18 sites industriels, 4 centres de recherche, plus notre siège social qui est à Issy-les-Moulineaux. Donc, on va dire que c'est assez conséquent. Et compte tenu de ce que je vous ai dit en introduction, le fait de se plonger, on va dire, d'investir dans les énergies renouvelables, c'est juste une évidence qu'on retrouve dans nos engagements, d'ailleurs, qui sont des engagements mondiaux. Ça fait depuis 2018, je pense que quelques-uns d'entre nous sont un peu dans le même cas, qu'on est intégralement en électricité verte. Et donc, on va dire tous les fondamentaux sont là pour aller plus loin et utiliser d'autres sources, on va dire, d'énergie renouvelable, notamment pour produire de la chaleur. Donc sur les 18 sites, nous en avons 4 aujourd'hui qui sont équipés avec une chaudière biomasse, 2 dans les Hauts-de-France, 1 sur la région Grand Est et 1 en Normandie, qui déploient 270 000 mégawattheures par an, ce qui nous permettent, année après année, de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et puis le petit mot, évidemment, sur l'investissement. En tout, c'est 33 millions d'investissements qu'on aurait, je sais qu'on en reparle après, qu'on n'aurait peut-être pas pu entièrement financer sans l'aide de l'ADEME à hauteur de 9,2 millions qui viennent du Fonds Chaleur. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur peut-être le premier projet qui a donné le coup d'envoi de tout ça ? Oui, alors c'est vrai qu'on va parler du premier projet qui est, entre guillemets, Challenge dans les Ardennes, mais en même temps, au début des années 80, on a déjà mis en place des choses, notamment à Dieppe, en réutilisant du marc de café, qui est un excellent, qui a un pouvoir calorifique extrêmement intéressant. Mais pour en revenir à l'exemple qui est celui de l'usine de Challenge dans les Ardennes, c'est, pour moi, personnellement, c'est un très bel exemple d'économie circulaire. Parce que vous avez une usine qui est dans un écosystème rural et qui se trouve donc dans les Ardennes, à quelques encablures de la grande forêt, du grand massif forestier du nord des Ardennes, qui est très abondant de très haute qualité. Donc finalement, vous faites matcher une ressource locale avec un besoin, qui est un besoin industriel, très important en énergie. Au lieu de ça, auparavant, c'était une énergie fossile que nous n'avions évidemment pas sur place. Donc, le projet, son côté innovant, dès 2011, ça a été l'investissement dans cette chaudière biomasse à base de bois. Je me permets justement une petite parenthèse, puisque tous les deux, justement, vous précisez que cette ressource bois est très proche, et qu'effectivement, en termes de décarbonation, on peut imaginer que aller chercher le bois loin, en tout cas, il peut y avoir une incohérence. Frédéric, sur ce point ? Aller chercher le bois loin, c'est par nature difficile. D'abord parce que les coûts de transport par rapport à la ressource coûtent très cher.
Donc en général, en tout cas pour ce qui concerne nos usines, on travaille dans des périmètres d'une centaine de kilomètres. Ça peut même être incohérent, finalement, aussi. Ah oui, ça peut être totalement incohérent. Vous pouvez imaginer que, parce que nous sommes écoutés, je pense aujourd'hui, par un certain nombre de chefs d'entreprise, à l'idée même, si on va à l'extrême, ça pourrait être je rase une forêt et puis voilà, je me source. Oui. Ça n'a aucun sens, c'est même criminel. Ne serait-ce que parce que la forêt, elle produit énormément de services écosystémiques, environnementaux, qui sont très importants. Je peux en citer plusieurs. Vous prenez l'eau, l'eau que l'on boit. La qualité de l'eau que l'on boit en France tient pour beaucoup à la capacité de l'eau de pluie d'être filtrée par les sols forestiers. Vous avez également une biodiversité absolument remarquable dans les forêts. Et puis, il y a un service auquel on pense assez rarement, c'est le service récréatif. On est un grand pays forestier, on adore notre forêt, on adore se promener. Et franchement, ça a une valeur qu'on a du mal à estimer. Donc, c'est une forêt qui est fragile, qu'il faut entretenir, qu'il faut renouveler. Je ne sais pas si on aura l'occasion tout à l'heure de peut-être d'en reparler, mais elle n'est pas, éternelle si on n'y prête pas attention. Donc, son sourcing, il est abondant en France, oui, mais faisons extrêmement attention. D'accord. Bon, merci. Je ferme la parenthèse. Merci pour vos retours. Challerange, peut-être, pour revenir à cette usine, qu'est-ce qu'elle fait, cette usine de Challerange? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Challerange, c'est une usine qui est spécialisée dans la déshydratation de lait. En fait, on produit de la poudre de lait pour Ricoré, les capsules Nescafé Dolce Gusto, notamment. Et donc, en fait, on se source localement, là encore une fois, pour des questions de cohérence avec du lait local, et puis au travers d'un process relativement complexe et innovant, on produit cette poudre de lait. Et donc la chaudière biomasse, aujourd'hui, nous permet de couvrir plus de 90% des besoins en chaleur du site. D'accord. Ouais, donc vous disiez qu'effectivement, tout ça remonte à 2011, donc maintenant vous avez beaucoup de recul. Outre ce que vous mentionnez, effectivement, la proximité de cette ressource, en tout cas bois, via le domaine forestier, le choix de la biomasse, il s'explique uniquement par cette proximité ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est, évidemment, la proximité du bois. Mais la solution en elle-même, on va dire de la chaleur issue de chaudière biomasse, c'est une solution qui est fiable. Moi, je ne suis pas le mieux placé au niveau ingénieur, je pense, autour de la table, mais de ce qu'on me dit, et je pense que vous serez d'accord, c'est une solution qui est fiable, qui est extrêmement rapide et aisée à mettre en œuvre. Et puis, évidemment, la ressource bois qui est disponible, qui est centrale. Alors, le bois, ça va être trivial, ce que je vais dire. C'est naturel, c'est renouvelable, à condition de savoir se sourcer correctement. On le trouve, au moins en France, en quantité abondante. Fabrice le disait avant, son prix est compétitif. Et non seulement il est compétitif, mais surtout il est stable dans le temps. Et c'est important de le dire aux chefs d'entreprise qui sont en train de peut-être de nous regarder et qui se disent moi aussi j'aimerais bien me lancer dans la transition énergétique, écologique, etc. Sauf qu'il me faut de la visibilité. Le fait d'avoir une stabilité du prix dans le temps, c'est une manière d'avoir de la perspective. C'est une véritable opportunité. D'accord. Merci Christophe. Je reviendrai vers vous après pour vous parler un petit peu peut-être durée des travaux, mais une question qui nous est posée par un internaute pour vous, Fabrice. Effectivement, il y a des aides pour ceux qui décarbonent. Et est-ce qu'il existe des aides pour ceux qui fournissent, produisent, délivrent, en tout cas des outils pour aider à décarboner? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on veut développer ces nouvelles formes d'énergie. Et on veut aussi que l'économie française se développe. Donc autant aller chercher des équipements français, des installateurs français. On a un bel exemple avec Poujoula qui est sur ce secteur. Donc oui, on essaye de favoriser cet écosystème. Le plus simple, c'est de favoriser la demande avec les aides qu'on apporte. Pour favoriser l'offre, il faut qu'on soit quand même prudent et qu'on ne déséquilibre pas le libre jeu de la concurrence entre les acteurs. Si on vient aider une techno plutôt qu'une autre, les concurrents pourraient nous le reprocher. Donc là où on cible les aides sur le volet de l'offre, c'est surtout le volet innovation. Et donc là, c'est les programmes des investissements d'avenir qui existent déjà depuis une dizaine d'années. On a accompagné de nombreuses entreprises, des PME, des ETI, des grands groupes, qui développent des nouvelles technologies. On les accompagne pour développer ces nouveaux produits jusqu'à l'échelle du prototype, du test en grandeur réelle. Et on a même là, avec le plan de relance, fait une aide orientée vers les PME pour la première commercialisation. On sait que c'est une étape difficile, un peu une vallée de la mort pour une entreprise qui a développé un nouveau produit.
elle a du mal à le placer chez des clients parce qu'ils n'ont pas confiance. Et donc, on a apporté cette aide supplémentaire avec un appel à projet qui s'est clôturé justement la semaine dernière, un grand succès, 350 dossiers déposés par des PME et qui vont donc, pour certaines, pouvoir être aidées pour cette commercialisation. D'accord. Merci pour cette précision, Fabrice. On va revenir sur Christophe et puis du coup voir un peu sur ces questions peut-être pratiques d'installation, en tout cas de travaux. Chez Nestlé, Christophe, la durée des travaux ? On a pris à peu près 1 an pour installer et mettre en route la chaudière, auquel il faut rajouter encore une fois 12 mois pour les études de faisabilité. Le point intéressant, voilà, c'est aussi de dire il y a un côté humain aussi très important, c'est l'exploitation de la chaudière elle-même. Ce n'est pas intuitif de passer de l'exploitation d'une chaudière énergie fossile à une chaudière biomasse. Et donc, ce qu'on a fait et qui a super bien fonctionné, c'est d'embarquer les collaborateurs qui étaient en charge de cette chaudière préalablement dès le début du projet. Et ça, je pense que c'est clé de le rappeler. D'accord, le facteur humain, effectivement, à ne pas oublier dans toute transition. Chez Poujoula, Frédéric, la durée de l'installation ? Alors ça s'est intégré dans le projet global d'usine que je vous ai montré tout à l'heure. L'usine, c'est 2 ans à peu près. Et pour la chaudière, entre les soubassements, l'installation de la chaudière, le démarrage, c'est 1 année à peu près de mise en route. Et chez Alpro, Pierre ? Alors, si on prend juste vraiment le projet du Smart Grid dans le réseau de chaleur, on a réceptionné machine autour de février 2017 pour une mise en service en juillet. Donc une vraie course contre la montre, on était à 7 mois, mais 7 mois très intéressants. D'accord, bon. Au moins comme ça donne une petite idée de l'engagement que ça représente. Donc on a parlé de chaleur fatale, de biomasse. Fabrice Boissier, est-ce qu'il existe d'autres technologies ? Quel est le champ des possibles ? Alors oui, il existe d'autres technologies, mais moi ce que je retiens des échanges, peut-être 2 éléments importants. De ce qu'on vient de dire, c'est ces technologies qui existent, elles sont aujourd'hui matures. Se lancer dans un projet d'énergie renouvelable, ce n'est pas partir à l'aventure. En quelques mois, s'installer. On a des professionnels de l'ingénierie qui savent concevoir les projets. On sait accompagner aussi les exploitants pour qu'ils apprennent à utiliser une chaudière biomasse au lieu d'une chaudière fossile. Donc, on est sur des technos matures, pas de risque. Après, sur le panorama des technologies, l'échange qu'il y a eu sur la ressource biomasse montre bien qu'on est dans un nouveau monde. Avant, on avait besoin de chaleur, on ouvrait le robinet, derrière le pétrole ou le gaz, on pensait que c'était inépuisable. Bon, voilà, ça y est, il faut qu'on perde cette illusion. Les ressources sont finies, il faut faire avec. Donc la démarche, c'est quoi ? C'est première énergie, c'est j'essaye d'économiser l'énergie. Ensuite, j'essaie d'éviter tous les gaspillages. Et donc, ça va être la valorisation de la chaleur fatale, dont Pierre a donné un exemple. Ou même la valorisation du marc de café, comme chez Nestlé, où on est un peu dans une logique d'économie circulaire. Et puis après, on va essayer de pouvoir se sourcer sur des énergies renouvelables. On a parlé de la biomasse. Il y a aussi le solaire thermique, dont on ne parle pas assez en France, mais qui peut alimenter des process industriels. Alors, plutôt sur des moyennes températures, je pense notamment au domaine de l'agroalimentaire où il y a souvent ce genre de température qui est utile pour faire tourner les lignes industrielles. Donc le solaire peut être une solution. Il y a aussi la géothermie. La géothermie qui sert souvent plutôt au tertiaire parce que là c'est très efficace dans les zones pour du chauffage, mais dans certaines zones géologiques favorables, comme l'Alsace, on peut avoir jusqu'à 150 degrés et donc on peut alimenter des process industriels. Et puis enfin, peut-être citer aussi la méthanisation qui permet de faire du gaz renouvelable, qui peut venir compléter un mix énergétique vertueux, puisqu'avec ce gaz, on peut aussi faire de la chaleur. Et aussi rentrer dans une logique, peut-être, une fois qu'on a parlé des technologies d'approvisionnement, penser un peu d'un niveau territorial. Chez Poujoula, l'exemple était cité par Frédéric, de regarder un peu les installations autour. Donc on peut rentrer dans une logique d'échange de chaleur avec des petits réseaux. La chaleur fatale de l'un devient la source d'approvisionnement de l'autre. Et cette chaleur fatale, c'est toujours la moins chère à réutiliser. Donc la biomasse a quand même un coût d'approvisionnement, la géothermie, il faut forer profond. Et donc commencer par utiliser la chaleur fatale, c'est toujours une solution à laquelle il faut réfléchir. Bon, effectivement, donc, on comprend qu'il y a quand même le choix, il est assez large. Une question qui nous est posée par un internaute qui va venir un peu, pas forcément compléter, mais suivre ce que vous nous dites, Fabrice. Comment vous intervenez pour accompagner les industriels ? Alors, le rôle de l'ADEME, il est multiple. On a parlé des accompagnements financiers, mais en fait, l'accompagnement financier, il arrive un peu en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'au moment où l'industriel a déjà son projet d'investissement, il sait où il veut aller, il a réfléchi. Et donc, si on reprend du début,
Vous êtes un industriel, vous commencez à vous poser des questions. Vous allez chercher à vous inspirer un peu. Qu'est-ce qui s'est fait ailleurs? Là, vous avez 3 beaux exemples. Et alors, sur notre plateforme numérique qui s'appelle Agir pour la transition, on a un parcours décarbonation pour les industriels. Vous pouvez voir des centaines d'exemples de gens qui sont passés à la chaleur renouvelable, qui ont utilisé la chaleur fatale, qui ont fait de l'efficacité énergétique. Et ça vous permet de vous représenter un peu le monde des possibles. Et puis après, un deuxième temps, il va falloir sans doute vous renseigner sur les méthodes, les outils techniques. Et donc là, vous avez des ressources de l'ADEME, des guides techniques sur la chaleur biomasse, des guides techniques sur l'efficacité énergétique. Vous avez des formations aussi. On a besoin de gens formés à l'énergie dans l'industrie. C'est un vrai poste. Un industriel qui veut rentrer dans une logique d'économie d'énergie, il doit avoir un chargé de l'énergie. Voilà. Et puis, après, vous allez rentrer dans la logique d'accompagnement financier d'investissement, d'abord au niveau des études et ensuite au niveau de l'investissement. Et donc là, aujourd'hui, on a cette plateforme de service, agirpourlatransition.fr, et vous avez tous les renseignements, le parcours, vous êtes guidé pas à pas, une logique, je l'espère, assez simple. Alors justement, c'est une question qui nous est posée sur ce pas à pas, les étapes clés pour, en tout cas, faire cette demande. Alors, pour faire les étapes clés pour entrer dans la démarche, je les ai citées, c'est d'abord s'inspirer, ensuite se former, et puis ensuite l'investissement. Voilà, admettons que c'est fait. Après, quand on veut rentrer dans une aide financière de l'ADEME, c'est assez simple. Sur cette plateforme en ligne, vous pouvez déposer un dossier de demande d'aide. Alors, vous avez différents dispositifs. Si vous êtes sur la chaleur fatale, la chaleur renouvelable, vous allez déposer votre dossier et la direction régionale de l'ADEME va prendre contact avec vous pour avancer et finaliser le financement. D'accord, bon, c'est très clair. Est-ce que vous avez des exemples, c'est encore une question qui nous est posée par un internaute, des exemples d'enveloppes d'aide attribuées à des entreprises? Alors, des exemples, c'est compliqué à donner comme ça parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on fait vraiment du cas par cas. Ce n'est pas le crédit d'impôt où on dit vous avez 30% d'aide de l'État. Nous, je l'ai dit en introduction, l'objectif du Fonds Chaleur, c'est de rendre la chaleur renouvelable compétitive. Donc, on va regarder avec vous votre projet et on va venir apporter une subvention qui va permettre que le projet renouvelable devient un atout pour l'entreprise. Et on va calculer l'aide comme ça. Alors, on a des contraintes européennes qui font qu'on ne peut pas dépasser certains plafonds d'investissement, d'aide à l'investissement, mais vraiment, on va faire du sur-mesure. Et depuis le plan de relance, on a dans le fonds décarbonation du plan de relance une nouveauté, c'est qu'en plus, on va venir apporter une aide au fonctionnement pour les gros projets, parce que sur 15 ans, on sait que l'aide d'investissement ne suffit pas forcément. Et donc là, pour les gros projets, il pourra y avoir une aide au fonctionnement. On comprend bien effectivement la complexité du sujet, en tout cas la difficulté de répondre précisément à cette question, mais on va voir justement avec nos invités sur cette aide, en tout cas des idées d'enveloppe et de budget qui ont été consacrés. Chez Poujoulin, Frédéric Coirier, l'investissement, ça se mesure à combien? Alors l'usine que vous avez vue, c'est une enveloppe globale qui va être de l'ordre de 26 millions. À peu près 19 qui ont déjà été engagés. Bon, vous avez vu que c'est déjà très très significatif. Ça va être complété dans les années qui viennent. Et globalement, l'installation renouvelable, c'est-à-dire la chaudière ainsi que le séchoir, représente à peu près un tiers de cette enveloppe. D'accord. Donc c'est très significatif. Et le financement de l'ADEME, il est venu justement vous aider à quelle hauteur? Alors sur ce tiers-là, c'est à peu près 20%, un peu plus d'1 million d'euros, donc ils sont venus financer. Donc c'est vrai que c'est des installations qui coûtent plus cher qu'une installation classique qui tourne à l'énergie fossile, mais il faut raisonner coût d'exploitation, longueur voilà. Donc quand on raisonne sur une dizaine d'années, le fonds chaleur permet effectivement de faire la mise en route, mais comme les coûts d'exploitation sont bien inférieurs, globalement c'est extrêmement compétitif. Voilà. Il faut simplement dépasser le coût d'investissement initial qui est souvent un petit peu plus important qu'un système classique ancienne génération. Merci Frédéric. Sur cette question de la rentabilité, Pierre Schladenhofen, donc de Alpro, votre petit retour sur ce sujet? Si on parle juste du projet, l'usine, c'était dans l'ordre des 60 millions d'euros, dont 2,3 vraiment pour le projet Smart Green, et subventionné à 27% par l'ADEME, ce qui représente à peu près 600 000 euros. Et pour être un peu plus précis en termes de rentabilité, on économise à peu près 300 000 euros par an. Mais à cela, il faut un peu retirer un surcoût de maintenance. On a des technologies qui sont un peu plus évoluées, qui nécessitent de plus de maintenance, d'à peu près 100 000 euros. Donc, ce qui fait un gain total annuel quand même de 200 000 euros. D'accord. Est-ce qu'on peut, donc, de ce que j'entends, est-ce qu'on peut dire qu'on peut respecter l'environnement tout en restant compétitif? Oui, très clairement. Notre politique, elle est vraiment sur le clair et durable. On est vraiment sur la possibilité de réaliser des projets plus onéreux. Par contre, il faut vraiment que l'impact soit meilleur au niveau de l'environnement. Frédéric Coirier?
Oui, bien sûr, même si on peut dire que le gaz depuis 2-3 ans est pas cher, enfin globalement, quand on regarde à long terme, le fonctionnement notamment avec la biomasse permet d'être extrêmement compétitif et qui plus est sur des sites notamment Bois Énergie où là on a une consommation très importante de biomasse. Donc oui, c'est tout à fait compétitif. Vous confirmez, Christophe Closse, donc, sur cette question de compétitivité? Oui. Là, la petite différence, c'est que là, je vais revenir peut-être sur un site qui a démarré en fait en 2011, il y a une dizaine d'années. On est passé du fioul à la biomasse. Il fallait que ce soit rentable, il fallait avoir un retour sur investissement et grâce en fait à l'aide du fonds chaleur, le ROI a été atteint, le retour sur invest a été atteint au bout de 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est que 10 ans après, tout a changé. Hein. Avec le plan de relance, on a accès à de nouveaux crédits. Et puis, on n'oublie pas qu'en termes de charges aussi, les taxes, toutes les taxes qui sont tellement multiples autour des émissions de carbone, autour du carbone, sont coûteuses et il y a peu de chances qu'elles s'amenuisent dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire qu'on est passé vraiment, encore une fois, d'une logique court terme à une logique peut-être plus long terme. On investit peut-être plus. On va chercher des bénéfices futurs qui sont peut-être pas financiers aujourd'hui facilement calculables. Donc oui, la question, évidemment, qu'on peut respecter son environnement tout en étant compétitif, mais j'ai presque envie de dire, c'est pas une boutade, que ça c'est la photo, mais que si vraiment on veut se projeter dans l'avenir, si on veut rester compétitif, ce qui n'est pas la même chose, il faut respecter son environnement et notamment lutter contre le changement climatique. D'accord, donc c'est effectivement intrinsèquement lié. On ne peut pas décorréler l'un de l'autre. En tout cas, vous entendre tous les trois, ce que je retiens, c'est que dans ces démarches, l'investissement, l'aide, l'accompagnement de l'ADEME est clé. C'est quelque chose qu'on peut retenir aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde sur le côté bilan, chez Pujula, Frédéric, comment ça se chiffre ? Alors il y a 2 chiffres qu'on retient. Sur la partie des CO2 évités, des émissions de CO2, sur la nouvelle usine que je vous ai montrée, quand elle tournera à plein régime, c'est-à-dire 8 000 heures par an, c'est 11 000 tonnes de CO2 qui vont être évitées. Donc on est sur des chiffres considérables. Ouais, tout à fait. Et en termes de retour sur investissement, par rapport à une utilisation de gaz, par exemple, nous l'avons chiffré à environ 900 000 euros par an. Donc c'est évidemment extrêmement important pour ce site en termes de compétitivité. Et comment ça se répercute sur la facture ? Ah bien, c'est ce que je viens de dire, 200 000 euros, donc oui, c'est tout à fait significatif. Il fallait me le dire 2 fois. Voilà. Mais je vous le répète, comme ça, j'espère que ça va motiver nos auditeurs. Fabrice, voici le bilan que vous tirez, vous, côté ADEME, sur le dispositif Fonds Chaleur. Nous, on en tire un bilan extrêmement positif. Je crois que les exemples montrent que ça sert, effectivement, ça aide les industriels, et c'est ça qu'on cherchait. Alors, quelques bon point pour le fonds chaleur, d'abord sa pérennité. Ça fait 12 ans qu'il existe le fonds chaleur. Et donc on a quand même souvent vu des dispositifs publics qui faisaient 1 an, 2 ans, puis après qui étaient arrêtés, qui redémarraient. La stabilité, un dialogue permanent avec tous les acteurs, qui soient industriels, les acteurs de la chaleur, pour essayer à chaque fois d'adapter les outils pour être vraiment au rendez-vous. On a quand même eu le prix du pétrole qui a fait le yo-yo pendant ces 12 ans. À chaque fois, on a essayé de s'adapter. Avec le plan de relance, on essaye aussi, avec le fonds décarbonation du plan de relance, de venir apporter des aides complémentaires. Et c'est aussi à remarquer un outil qui a été salué par la Cour des comptes comme extrêmement efficace. Ce n'est pas tous les jours que la Cour des comptes jette des fleurs, donc prenons-les. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne par rapport à ces... Les chiffres, ils commencent à être quand même vraiment énormes. Plus de 5000 installations industrielles accompagnées donc dans ces 12 ans. Alors, pas que de l'industrie, aussi des collectivités sur des réseaux de chaleur. Mais donc c'est vraiment... maintenant, vous allez n'importe où en France, que ce soit à la campagne, à la ville, dans des zones industrielles, vous allez rencontrer des gens qui ont utilisé le fonds chaleur pour transformer leur modèle économique ou leur modèle social. Et derrière, c'est des investissements fort élevés. C'est 8 milliards d'euros d'investissement avec 2 milliards d'euros d'aide de l'ADEME. Ça vous donne en gros 25% d'aide en moyenne, qui génèrent de l'activité en France, qui génèrent de l'activité au niveau des équipements, s'ils sont français, au niveau des installations, et puis après, surtout, qui ancrent les entreprises dans le territoire. On l'a vu là avec les exemples qui sont donnés. C'est des entreprises qui vont se pérenniser, créer de l'emploi dans un territoire, être en interaction avec des fournisseurs, avec des acteurs. Et donc, on est quand même sur un modèle très vertueux de création de valeur ajoutée en France, valeur ajoutée économique et écologique. Bon.
Plein de bonnes choses. Merci Fabrice pour ce retour. Ce webinaire arrive à sa fin. On va justement là faire un petit tour de table pour voir côté perspective, qu'est-ce qu'il y a dans les horizons de chacun. Chez Poujoulin, qu'est-ce qu'il y a dans le pare-brise, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a beaucoup de sujets dans le groupe actuellement. On a déjà, d'un point de vue biomasse, 6 chaudières au sein du groupe, pas seulement la dernière qu'on a montrée, 16 mégawatts qui tournent plein régime. Donc on économise quand même déjà plus de 25 000 tonnes d'émissions de CO2, ce qui est très significatif. On va installer l'année prochaine une centrale photovoltaïque sur le siège de l'entreprise pour l'autoconsommation. On consommera de moins en moins d'énergie aussi parce qu'on a passé tous nos locaux en LED, on ajoute de l'isolation, enfin on travaille sur effectivement l'économie d'énergie avant de mettre de l'énergie renouvelable. Et puis en 2022, on sera en majorité sur des consommations renouvelables, que ce soit l'électricité à plus de 55%, et sur la partie chaleur, on est déjà à plus de 70%, ce qui est déjà très important. Donc on est vraiment en route vers la décarbonation. Et puis par rapport à l'usine que vous avez vue tout à l'heure, il y aura une petite sœur très bientôt, donc en 2025, donc ça veut dire dans moins de 3 ans, il y aura encore une nouvelle usine dans un de nos territoires, ce n'est pas encore décidé, mais qui produira encore des combustibles de qualité. Bon, on attend les faire-part. Chez Alpro, Pierre, ce qu'on regarde un petit peu? Avec notre système, on a encore un phénomène de variabilité autour de 5-6% de récupération, de valorisation de notre chaleur. Donc ça nous laisse encore plein d'opportunités de valoriser encore cette énergie-là. Dès cet hiver, on aura nos locaux logistiques qui seront chauffés via la récupération de chaleur et non plus avec une petite chaudière à gaz. Et sous 3 ans, on souhaite enlever toutes les applications basse température, remplacées pareil par de la valorisation de notre chaleur fatale. D'accord. Et chez Nestlé, Christophe? En l'espace de 10 ans, on est passé de 1 à 4 chaudières biomasse. La volonté, elle est là. Il y a des projets, je peux pas tout dire. Il y aura des projets dans les années qui viennent. Mais comme on arrive à la fin de ce webinaire, moi, je voudrais profiter aussi pour un petit peu dézoomer parce que quelque part, par exemple, dans le cas de Nestlé avec 18 usines, c'est contre-intuitif ce que je vais dire. On a l'impression que l'essentiel de l'empreinte carbone, elle va se trouver dans les usines. Or, l'ensemble de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos usines, c'est moins de 5% de notre empreinte carbone. Et 70% vient des matières premières que nous transformons justement dans ces usines. Donc c'est intéressant de voir qu'un chef d'entreprise peut effectivement aussi investir dans des chaudières biomasse sans oublier évidemment l'essentiel. Dans notre cas, c'est de travailler main dans la main avec nos fournisseurs, les agriculteurs, dans une transition là pour le coup agroécologique, qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a dit il faut éviter, il faut réduire, mais il faut aussi compenser, ou plutôt, on va dire, séquestrer ce carbone. Et en France, les sols agricoles, c'est le meilleur, le plus grand puits de carbone qu'on puisse trouver. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette tous collectivement pour les aider à séquestrer, pour atteindre le fameux zéro net émission, à 2050. Dans notre cas, c'est l'équilibre parfait entre ce qu'on émet et ce qu'on est capable de séquestrer. Et puis, j'ai envie de dire, après le sol, c'est le bois. Le bois, c'est la biomasse, c'est ce qui rentre dans nos chaudières. La boucle, elle est bouclée. Bon, effectivement, ancrage local, facteur humain, le circuit d'approvisionnement, la supply chain, c'est quand même toute une chaîne comme ça qu'il faut revoir. Merci à tous les trois. Fabrice Boissier, je vous laisse le mot de la fin. Quel message passer aux industriels? Alors, on ne va pas dire les industriels qui n'ont pas encore été convaincus, en tout cas, mais ceux qui ont du mal à passer le cap ou qui n'ont pas encore été sensibilisés. La première chose, c'est que je pense que la décarbonation de l'industrie, c'est les industriels qui en parlent le mieux. On a eu 3 exemples là aujourd'hui à ce webinaire. Si vous n'êtes pas convaincu par ses vertus écologiques, économiques, territoriales, c'est qu'il faut encore travailler. Et encore une fois, vous pouvez aller sur le site de l'ADEME, la plateforme Agir pour la transition, pour essayer d'avoir d'autres exemples pour vous inspirer. Et aussi, j'espère que le message que vous avez entendu, c'est que pour une entreprise, ne pas se poser ces questions-là, c'est se mettre en risque. Se mettre en risque sur sa pérennité, se mettre en risque sur sa compétitivité, sur son cadrage avec l'évolution des normes réglementaires ou des attentes des clients. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Vous avez quand même un moment favorable, je pense, avec cette sortie de crise. Le plan de relance du gouvernement, énormément de dispositifs. Il va sans doute être modifié là, dans les semaines qui viennent, amélioré, peut-être prolongé. Donc là, il faut être vigilant, regarder les outils. L'ADEME est là pour vous accompagner via notre plateforme. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la direction régionale de l'ADEME de votre région. Nous travaillons aussi étroitement avec la BPI, la BPI France, la Banque publique d'investissement, pour faire des parcours couplés
La BPI vous propose des diagnostics assez faciles pour vous mettre le pied sur votre stratégie climatique. Et ensuite, vous pouvez avoir des aides de l'ADEME, des prêts de la BPI. Nous proposons aussi des bilans carbone et des évaluations de la stratégie de décarbonation avec la méthodologie ACT, qui est accessible aux PME, aux grands groupes, qui permet d'aller plus loin et de vraiment se projeter d'ici 2030, 2050. Comment est-ce que je vois mon entreprise dans un monde qui est en transition écologique? Et c'est aussi la responsabilité sociale de l'entreprise de rentrer dans cette démarche. D'accord, bon, c'est très clair. Merci, merci pour ce témoignage, Fabrice. En tout cas, effectivement, on le comprend, il n'est pas trop tard, mais il est temps, en tout cas. Et puis, c'est même le bon moment. Et puis, surtout, il y a visiblement tout ce qu'il faut. Voilà, on a pu l'entendre aujourd'hui. Ce webinaire donc s'achève. Merci à tous les quatre, en tout cas, de nous avoir éclairés sur ce sujet qui est vraiment d'actualité et passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce webinaire sera disponible dans quelques heures en replay sur le site de l'Usine Nouvelle. Et toutes les questions qui n'auront pas trouvé réponse trouveront une réponse sur la page LinkedIn de l'ADEME. Voilà, je vous souhaite en attendant à toutes et à tous une bonne fin de journée.